Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien sur l'art et l'écologie, et plus particulièrement sur le livre Projet Terre des éditions David. Cet entretien qui se veut aussi un rappel de ce qu'il y a de plus précieux ici, le vivant sous toutes ses formes. Je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Clémence Solaris, je suis une autrice et comédienne de la région de l'Outaouais. Je fais présentement ma thèse sur l'intégration des éco-émotions dans le théâtre. Donc, vous comprendrez que c'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi de pouvoir parler de ce recueil-là, Projet Terre. Ça se déroule dans le cadre du 43e Salon du livre de l'Outaouais. Je me trouve présentement à Tiohtià:ke, donc territoire non cédé des nations Kanien'kehá:ka. Je sais que l'Outaouais se trouve aussi sur le territoire non cédé de la nation Algonquine-Anishinaabe. Je trouve que c'est particulièrement important de le préciser quand on parle d'écologie, parce que les peuples autochtones, depuis toujours et encore aujourd'hui, protègent avec ardeur plusieurs territoires naturels. Donc, très important de le souligner. Alors aujourd'hui, merci d'être avec nous. Ça se veut vraiment une discussion conviviale autour de ce recueil-là, Projet Terre des éditions David. Je vous invite à interagir dans la boîte à commentaires à n'importe quel moment que vous le souhaitez. On aura aussi une petite période de questions 10 minutes avant la fin. Ça va durer environ 45 minutes. Donc, désolé pour le petit retard. On a eu des petits pépins techniques, mais on devrait terminer autour de 18 heures. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Nelson Charret, un des co-directeurs du recueil collectif Projet Terre. Nelson Charret, qui est professeur au département de français à l'Université d'Ottawa, où il se spécialise en poésie moderne française et québécoise. Bonjour Nelson. Bonjour. J'ai aussi la chance d'avoir avec nous deux autrices qui ont écrit dans ce recueil. Vous les connaissez sûrement. Il s'agit d'Hélène Dorion et d'Amber Aurélie. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour. Salut. Salut. Alors, Hélène Dorion est une écrivaine, essayiste, poétesse et artiste multidisciplinaire. Elle a publié plus d'une trentaine de livres. Son dernier recueil de poésie, Mes forêts, traite entre autres du rapport à l'environnement. Donc, on va pouvoir en parler un peu plus tard. Amber Aurélie est une poète, slameuse, autrice de théâtre, scénariste, recherchiste et animatrice d'événements multilingues originaire de Yellowknife et basée à Winnipeg depuis 2014. Son premier recueil de poésie, Boussole franche, est paru aux éditions du Duplé. Donc, bonjour à vous trois. La première question, slash mise en contexte, j'aimerais ça qu'on commence par parler un peu de la méthode de création, puis comment ça s'est fait, ce recueil-là. Parce que, d'abord, je tiens à souligner, c'est une perle. Ce recueil-là réunit la parole de tellement d'auteurs, d'autrices variés, que ce soit en termes d'âge ou que ce soit en termes d'appartenance géographique. Plus précisément, c'est la plume de Martine Audet, Sébastien Bérubé, Antoine Boisclair. Restez avec moi, il y en aura plusieurs. Paul Bossé, Nelson Charret, Éric Charlebois, Tina Charlebois, Sonia Sophie Courdeau, Maya Cousineau-Molène, Jean-Marc Dalpé, Hélène Dorion, Christina Dounia, Chloé Laduchesse, Clara Lagacé, Vincent Lambert, Jonathan Lamy, Daniel Lavoie, Georgette Leblanc, Jean Morisset, Amber Aurélie, Maude Pilon, Jean-Philippe Reich, Zachary Richard, Sylvain Rivard, Jonathan Roy, Chloé Sainte-Marie, Véronique Sylvain et Michel Terrien. Bon, je me suis épuisée à le dire. Donc, j'imagine que ma première question, ce serait pour vous, Nelson. Comment est-ce que vous avez réussi à réunir toutes ces voix-là? Comment est-ce que ça a débuté, cette aventure? En fait, l'idée originale nous est venue juste avant la pandémie, ce qui est quand même assez drôle. Je vous dirais comment on a réussi à réunir toutes ces voix-là, ça s'est fait très facilement. Parce que c'est sûr que nous, je vous dirais que ça a été plus long de fixer la liste des collaborateurs que de les réunir, parce que les réponses ont été tout de suite très enthousiastes. La variété dont tu parles, Clémence, c'était notre souci initial.
C'est sûr que on tenait absolument à ce que ce soit un recueil qui donne une voix à la jeunesse. On considérait que l'enjeu touche tout le monde, c'est bien certain, mais bon, Michel est un petit peu plus âgé que moi, mais moi, j'ai un peu le défaut de me voir jeune encore et toujours, puis à un moment donné, on réalise que non, c'est plus tout à fait vrai. Euh, mais, mais donc, on avait cette conscience que oui, l'enjeu touche tout le monde, mais qu'en même temps, ceux qui allaient rester sur Terre encore 60 ans allaient être évidemment plus touchés par l'enjeu écologique. C'est sûr qu'il faut regarder un peu en avant. C'est pas un recueil qui veut regarder en arrière parce que ce qu'il y a derrière nous est peut-être pas nécessairement un très bel héritage. Donc, il faut absolument regarder vers l'avant. Et donc, on voulait avoir une belle représentativité des voix plus jeunes. Puis, pardon? C'est Pardon? réussi à ce niveau-là. C'est Oui, réussi. oui, ben c'est ça. Ça a été notre souci dès le départ. Puis après ça, ben, par exemple, il y a une première section hein, qui sont un petit peu des invités de marque, mais en même temps aussi je dirais des aînés ou des voix plus sages. Et ça, je dirais, c'est notre deuxième objectif, ça a été un peu de créer une espèce d'harmonie, de dialogue entre justement des plus jeunes et des gens qui sont euh, qui sont plus expérimentés. Et donc, au final, je pense que ça donne effectivement une belle synergie, une belle dynamique. Il y a des... Comment est-ce que ça s'est fait le processus? Est-ce que chacune a écrit individuellement? Vous vous êtes réunis à un certain moment? Bon, là, c'était la pandémie. J'imagine que c'était plus difficile de se réunir, mais est-ce qu'il y a eu un dialogue entre les auteurs, autrices tout au long Euh, de la création? le, le dialogue s'est fait one-on-one. C'est sûr qu'on ne pouvait pas tous se réunir. Euh, Ça aussi, ça a été un peu notre souci, c'est-à-dire que on voulait pas créer un recueil idéologique. Il y avait une cause à défendre, ça c'est certain, mais en même temps, on voulait s'assurer de garder, je dirais, l'identité de chacun. Et ça, je trouve que c'est une des belles réussites du recueil, c'est-à-dire que on passe d'une page à l'autre et puis on sent très bien qu'on passe d'un style, d'une écriture à l'autre. Donc ça a été vraiment notre souci. Je vous dirais qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'ajustement à faire sur le thème. Je pense que tout le monde est interpellé par le thème et je pense que la réponse enthousiaste dès le départ le montre bien. Euh, Puis après ça a été plus de justement de montrer une diversité de voix. Puis Mhm. je vous dirais qu'en cours d'élaboration, ça m'a beaucoup surpris de voir à quel point, oui, la Terre était très bien traitée, mais en même temps, vraiment eu l'impression que tous les collaborateurs se sont aussi interrogés sur leur écriture, sur la langue, sur comment Mm. exprimer cet enjeu-là qui était important. Euh, Ouais. et donc, Ouais, puis je vais après, faire du pouce par rapport à ça, là, justement parce que dans la préface, là, on nous amène un peu la question de la place de la poésie, la place de l'art dans un contexte de crise socio-écologique. Dans un contexte, vous l'avez dit, on le ressent aussi dans les textes que vous avez chacune écrit. La terre a mal, on peut le voir, le ressentir à tous les jours. On sent qu'il y a une urgence de prendre parole. Pourquoi est-ce que, puis je pense que je vais commencer par vous, Nelson, puisque vous avez eu vraiment l'idée de départ avec Michel. Pourquoi est-ce que la poésie s'est avérée pour vous une forme indispensable d'engagement dans un contexte de crise socio-écologique? la question est intéressante parce que ça a été vraiment le souci de départ, c'est-à-dire qu'on s'est dit on veut faire quelque chose, mais justement en quoi la poésie peut-elle agir, peut-elle nous aider dans cette espèce d'imbroglio dans lequel on se sent un petit peu pris là, en ce moment. Euh, et je voudrais que la première chose qui nous est apparue, c'est que la poésie peut nommer ce qu'on voit.
La poésie, je pense que les poètes eux-mêmes ont une qualité de regard que peut-être, en tout cas une qualité de regard plus affûtée que, je dirais, le commun des mortels, et en même temps, cette capacité d'exprimer ce que le regard voit. Donc, il y a une situation qu'il faut nommer, une situation qu'il faut voir. Et ça nous est apparu très rapidement. On s'est dit, on fera pas un recueil idyllique sur les beautés de la nature. Ce sera pas ça, parce que la réalité en ce moment, elle n'est pas là. Donc, vous avez parlé d'urgence. Donc, c'est pas un recueil rêveur. C'est un recueil qui est très désillusionné. Mais en même temps, il faut le dire, ça. Il faut dire qu'est-ce qu'on voit. Il faut dire qu'au fond de la rivière, il y a des déchets. Hein. Et c'est là où je parle d'une qualité de regard, c'est-à-dire que un regard superficiel ne verrait que de l'eau qui coule, mais les poètes sont là pour dire attention, il y a, il y a un danger qui est là. Et aussi, je pense, nous faire comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe en ce moment et surtout, qu'est-ce qui s'en vient. Et ça, je pense que la poésie peut nous aider à ça. Je pense que dans le quotidien, on est un petit peu pris par nos problèmes immédiats et le poète est peut-être celui qui va avoir une vue un petit peu plus surplombante. Et en ce sens-là, je pense que sans nécessairement que ce soit dit de façon très explicite ou très précise, je pense quand même qu'il y a des aperçus sur l'avenir qui sont donnés par la poésie. Et c'est un peu pour ça qu'on a appelé le recueil Projet Terre. C'est sûr que, en tout cas pour moi, il y a tout de suite une résonance avec l'album de Tintin que j'ai lu quand j'étais jeune, qui était Objectif Lune. Alors, pour les anciennes générations, l'objectif, c'était de se rendre sur la Lune. Mais pour nous, c'est tout simplement de pouvoir rester sur Terre. Mais Rester sur la il y a terre. quelque chose qui est projeté vers l'avant. Et ça, je pense que la Mhm. poésie peut peut-être mieux faire ça parce qu'elle a cette ouverture de vision et d'expression. Oui, Parce c'est qu'il ça. Donc, y a on sent vraiment... donc nommer, émouvoir, euh, des fois proposer des pistes aussi pour l'avenir, des pistes qui sont aussi quel regard est-ce qu'on peut poser sur le monde. Hein? Donc, des pistes qui Absolument. sont plus justement émotives, de l'ordre de la vision du monde et pas juste, tu sais, on est habitué de parler de la crise socio-écologique en termes de chiffres, en termes de projets très concrets, très rationnels. Mais là, c'est toute une autre porte d'entrée que vous proposez. Alors maintenant, j'aurais une question qui fait un peu peut-être du pouce sur ce que je viens de dire pour tout le monde. Donc, j'invite Hélène et Amber aussi à se joindre à la conversation. À la lecture de chacune de vos textes, on ressent viscéralement les territoires, les paysages, de manière sensorielle là, et viscérale. On est très loin là, de l'écriture naturaliste ou juste descriptive. On est avec vous dans ces lieux-là. Donc, je serais intriguée de savoir, est-ce que vous avez expérimenté des méthodes de création différentes, par exemple de l'écriture en plein air, ou est-ce que vous avez voyagé dans certains lieux pour vraiment vous imprégner de ces lieux-là? Comment est-ce que ça s'est fait, cette écriture-là, pour qu'on puisse recevoir à ce point le tangible de ces lieux-là? C'est quelqu'un qui veut pour moi, oui, je crois que pour moi, cette mission-là d'envoyer une soumission au projecteur, ça m'a simplement porté à prêter attention de manière plus attentive à mon environnement. En promenant mon chien à tous les matins, j'ai essayé d'être un peu plus observatrice et voilà, simplement d'observer la terre où mes pieds étaient posés à l'instant où je devais me mettre à écrire. Donc, pour moi, la création, c'est surtout en réaction à des expériences, en réaction à mon vécu. Alors, c'était vraiment une introspection très intéressante en lien avec ce projet. Mm-hmm. Donc, on trouve la nature partout, hein? Donc, même dans nos nombreuses promenades qu'on a faites en pandémie, vous avez eu la chance de vous inspirer. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait faire du pouce là-dessus? Ben, moi, disons que cette très belle invitation de Nelson et Michel à participer à ce livre s'est inscrite dans le cadre d'un travail d'écriture qui était déjà en cours, qui a
donné lieu à un livre qui s'appelle Mes forêts. Donc là aussi, il n'y a pas de hasard quand même. C'est vrai que dans mon écriture, je pense tout naturellement le paysage, la question aussi du lien au vivant, donc de la survie du vivant, est présente depuis quand même, est présente dans à peu près tous mes livres. J'habite principalement en forêt, donc disons que pour moi, ça a été, et la pandémie, Nelson le disait tout à l'heure, ce projet est venu aussi à un moment où ces questions-là se sont posées pour tout le monde de façon différente, plus aiguë. Et donc, pour moi, ça s'est inscrit vraiment dans ce travail-là, où j'étais devant ma forêt, où tout à coup, les arbres me sont apparus comme ceux qui étaient, comme nous, confinés, mais qui avaient aussi un mouvement, qui avaient une solidarité, qui demandaient aussi notre attention, notre bienveillance. Et j'aime beaucoup ce que Nelson a dit de cet ouvrage et de la façon dont il s'est construit à partir de voix différentes, une diversité de voix et amener aussi un regard autre, comme vous le disiez aussi, Clémence. Je pense que l'art peut apporter un autre regard, sortir des chiffres, sortir d'une manière un peu trop, à mon sens, uniforme de parler de l'écologie, comme si tout à coup l'oreille devenait distraite à force d'en entendre parler de la même manière, toujours. Et la poésie, le poème peut arriver à déplacer notre regard et à nous dire autrement ce qu'on pense peut-être savoir, mais surtout à nous faire ressentir ce paysage-là, à nous faire ressentir l'importance pour l'être humain de se poser devant, par exemple, un coucher de soleil qui paraît assez banal, mais il faut avoir encore la chance de le transmettre aux générations futures. Transmettre la beauté, c'est transmettre l'humanité, transmettre la possibilité de boire de l'eau, de se baigner dans des lacs, dans des rivières, de respirer l'air. Et on l'a vu aussi avec la pandémie, tout ce qui, tout à coup, devenait plus contraint dans nos vies, devenait réduit, cette liberté. La liberté se pose aussi dans un lien écologique au monde. La liberté de boire l'eau qui est là, de respirer. Donc, je pense que ce projet-là est un projet poétique, est un projet de résistance aussi à un discours peut-être un peu trop uniforme. Et pour moi, il s'est inscrit dans un cadre un peu naturel de ma démarche. Et j'étais très heureuse d'y participer au milieu de mes forêts, donc. On a envie soudainement de visiter vos forêts. Oui, allez-y, Nelson. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on Amber et Hélène viennent de dire. C'est que pour moi, dès le départ, c'était la Terre perçue comme bon, comme un ensemble, comme la planète, mais c'était aussi la Terre avec un petit T, la Terre qu'on prend. J'avais tout le temps cette image-là, la Terre qu'on prend dans ses mains et qui à la limite nous salit, mais avec laquelle on est en contact direct. Et je pense que les deux parties centrales, la Terre à l'infini et puis les lieux de la Terre rendent très bien ça, puis ouvrent justement une diversité, une très grande diversité, c'est-à-dire que il y a une conscience globale, mais il y a aussi une conscience locale. Et je pense que justement la poésie permet ça, cette espèce d'énorme distance qui nous permet de voir un ensemble, mais aussi un très grand rapprochement. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a autant de ressenti, je voudrais, dans ce texte, dans ce recueil-là, parce que les deux dimensions sont là. Et qui, bon, d'une part, vont peut-être mener à des réflexions, peut-être plus philosophiques ou une sagesse de vivre, je vous dirais, mais de l'autre côté, qui vont aussi nous interpeller, là, je voudrais presque dans notre corps, une interpellation plus directe. Puis, dépendamment de la forme des textes, on ressent quelque chose de complètement différent. Puis, pour faire du pouce un peu maintenant sur chacun de vos textes, qui sont très différents, très complémentaires par le fait même. Donc, Nelson, vous avez décidé d'explorer un peu le rapport, qui je trouve très intéressant, entre la femme et la terre. Donc, une de vos phrases, là, si je vous cite, vous dites « Je suis une femme atterrée, une femme violée ». Donc, d'où vous est venue l'idée d'établir ce parallèle? Pourquoi est-ce que ça vous semble important? C'est sûr que c'est bon dans le contexte d'écriture, ça s'inscrivait un peu dans le contexte de MeToo. Hein. Et moi, spontanément, ça m'est venu, c'est-à-dire que
Et là, par la suite, par exemple, il y a eu cette vague de féminicide. Et là, je me disais, mais il y a des grandes victimes qui sont les femmes ou le sexe féminin. Et pour moi, il y a eu une association directe qui s'est faite avec la Terre en me disant, mais la Terre aussi, elle est victime. Donc, je voulais pas nécessairement reprendre le topos de la mère nature, mais c'est un peu justement prendre ce topos-là à revers et de dire, parce qu'habituellement, on va glorifier la fertilité de la Terre et c'est de là que va venir la comparaison avec la femme. Et ce que je voyais autour de moi, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'attaquait à la fois à la femme et à la planète. Et tout bonnement, je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Et juste dans l'extrait que vous avez nommé, moi, je vous dirais que le premier terme qui m'est venu en tête, c'est violence. Parce que je me suis dit, on fait violence à la Terre. Et du terme violence m'est venu le terme viol. Alors, je vous dirais que j'ai peut-être fait le cheminement inverse. C'est-à-dire que j'ai pensé d'abord à la Terre et c'est ensuite que j'ai pensé à ce que Oui, les puis femmes... c'était un parallèle qui est très intéressant puis qui est d'actualité avec la pensée écoféministe qui prend de plus en plus aussi d'importance. Bien entendu, il y a différentes vagues d'écoféminisme, mais c'est des liens qu'on voit entre violence sur le corps, violence sur la terre, puis aussi l'intérêt pour les femmes aussi de protéger et les territoires et de s'impliquer dans la crise climatique. Il y a tout un rapport bon aussi avec la maternité et le care qu'on pourrait faire, mais on n'a pas tant de temps que ça. Je vais passer à Hélène. Donc, vous avez étudié en philosophie. Vous l'avez dit, la question du vivant, la question aussi de la fragilité du vivant, qu'il soit humain ou non humain, c'est souvent posé dans votre écriture. Et si on parle de philosophie, on peut parler de sens aussi. Et j'ai l'impression que la crise socio-écologique, vraiment, ça nous plonge un peu dans un vide de sens. Hein. C'est aussi tellement difficile à imaginer, comme si c'était une sorte de trou noir, une sorte de vide qui nous emporte, un vide infini. Comment est-ce que vous vous êtes... d'abord, quelle question est-ce que ça a posé pour vous, la crise socio-écologique en termes de sens, puis comment est-ce que vous vous êtes un peu imaginé ce vide-là, qui, je crois, des fois, c'est pour ça que c'est difficile d'agir, parce que c'est pas une menace qui est identifiable, hein, c'est difficile à dessiner. Donc, il y a plusieurs questions là-dedans, mais j'avais envie de vous entendre sur ce point-là. Oui, c'est une magnifique question. Effectivement. C'est vrai que la question centrale, disons, de chaque individu, de chaque être humain, comme la question de l'espèce humaine, c'est la question du sens, bien sûr. Bon, individuellement, quel sens je donne à ma vie? C'est les liens humains dans nos intimités, ensuite dans notre vie sociale, ensuite dans la collectivité, mais aussi, je pense que ce qu'on vit en ce moment fait qu'on doit déborder de nos intimités et aller jusqu'à l'espèce. Et, bon, à mon sens, peut-être, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça s'est posé très souvent, qu'on a eu l'occasion de voir qu'on pouvait disparaître avant la Terre. Parce que c'est ça aussi, ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. On s'est rendu compte, oui, il y a la Terre et la Terre peut être abîmée, mais nous aussi, on fait partie de ce vivant. On est partie prenante de ce lien. Si on prend soin de la Terre, par exemple, ben c'est de nous, c'est de l'espèce humaine dont on prend soin. Alors, cette question du sens, je pense, elle doit sortir un peu, elle doit s'élargir. Et moi, quand je me pose cette question-là du sens, par rapport évidemment à la Terre, au lieu où l'on vit, il y a aussi la manière dont on veut vivre. Comment je veux vivre sur la Terre? Et qui est là pour le vivre avec moi? Donc, rapidement, en tout cas, à mon sens, c'est le lien humain qui arrive rapidement. Quel type de rapport pouvons-nous avoir ou voulons-nous avoir? Parce que quel est le devenir de la Terre? C'est aussi quel est le devenir de l'humain. Mais quel est le devenir de l'humain? Ça dépend beaucoup des liens qu'on établit entre nous, à petite échelle, mais à grande échelle. On se parle aujourd'hui alors qu'il y a, une guerre qui est en train de commencer.
Donc, il y a ces espèces de destruction un peu partout. Je pense qu'on doit aussi reposer la question de la qualité du lien humain qu'on établit, qu'on veut établir, parce que qu'est-ce qu'on devient, ça dépend beaucoup de ça aussi. Et j'ai l'impression que la question de la Terre devrait s'articuler en tout cas de manière beaucoup plus globale. Tenir compte de l'individu, tenir compte du lien au vivant, mais des liens entre humains aussi. Et qu'est-ce qu'on veut construire comme société? Moi, je suis pas trop désespérée, cela dit, parce que je vois aussi des espèces de manifestations. Nelson, a fait écho au mouvement MeToo, au féminisme, à l'écologie, au mouvement pacifiste, anti-raciaux, les manifestations. Je pense qu'on est aussi comme, puis il y en a qui sont bien, il y en a qui peuvent être moins bien, mais il y a quand même une parole qui est là, il y a quand même des actes de résistance, de questionnement qui sont là. C'est sûr que c'est pas égal partout, mais on n'est pas, on se sent parfois impuissant, mais en même temps, on essaie des choses. Et je pense que là-dessus, c'est important de le faire aussi, parce que cette question du sens est une question de prise d'action aussi dans nos vies. Le sens, c'est pas quelque chose qui tombe, c'est prendre action pour la manière dont on veut être lié. Oui, puis c'est très intéressant ce lien-là que vous faites parce que, bon là, je vais dire le mot lien beaucoup, mais l'écologie, l'écosystème, c'est fondamentalement des liens dans leur diversité qui créent une résilience. On nous a un peu déliés dans tous les sens du terme dans ces dernières décennies. Donc, comment est-ce qu'on peut justement continuer à se lier aux non-humains, aux vivants autour de nous, peu importe où l'on habite, mais aussi entre nous, définitivement, ça participe au sens. Amber, donc vous avez un autre regard qui, je trouve, est très intéressant, un regard peut-être plus identitaire aussi au territoire. Vous dites dans votre texte Ars Politica, qui est dans Projet Terre, donc vous allez pouvoir le lire à la maison, notre présence est politique. Vous parlez beaucoup au nous et tout ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? C'est drôle. J'ai écrit ce texte-là en réaction à quelqu'un dans mon milieu qui disait que si on se mettait à faire de la politique en littérature, cette personne-là allait se retirer du groupe, du contexte dans lequel on travaillait. Mais pour moi, le simple fait de créer, c'est politique, parce qu'à chaque fois qu'on prend la parole, on a une plateforme, on a une voix pour dire quelque chose. Et quand on en abuse, quand on ne s'en sert pas pour créer un changement positif autour de nous, je sais pas vraiment à quoi ça sert dans le fond. Alors oui, ça a été intéressant que le texte, c'est-à-dire, je trouve que le fait que ce texte-là se retrouve dans le recueil, c'est très à propos, parce que on dirait que ça renforce un peu toutes ces prises de parole, tous ces poètes qui se sont vraiment prononcés pour la Terre avec un engagement affiché. C'est tellement important. Alors voilà. Donc, un peu quand vous parlez d'ouvrir. de présence, c'était vous parlez des artistes ou c'est la présence de qui dont il était question? Oui, les artistes, mais aussi l'espèce humaine au sens large. Aujourd'hui, si on veut sauver la planète, c'est vraiment à quelque part pour nous sauver nous-mêmes. C'est à quelque part une mission égoïste. Donc, le fait qu'on soit toujours là, le fait qu'on souhaite rester, ça implique une redevabilité, vraiment une notion très, très solide d'action, puis voilà, ça exige plus que des mots, ça exige des actions. Oui, définitivement. Je vous invite, cher public, à poser vos questions. Il nous reste 10 minutes, donc c'est le temps de les poser si vous en avez. Sinon, en attendant, moi j'en ai une autre pour vous tous. On a parlé beaucoup d'émotions, du pouvoir de l'art pour justement émouvoir, donc mettre en action par l'émotion.
qu'est-ce que vous avez ressenti dans l'écriture de ces textes-là? Est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, des émotions de deuil ou une anxiété, une urgence, une sérénité même? Qu'est-ce qui vous a habité dans l'écriture de ces textes-là, au niveau émotif? Moi, je dirais que peut-être pour la première fois, parce que j'écris sur le paysage, sur ce lien-là, mais peut-être pour la première fois, j'ai vraiment ressenti une urgence et en même temps quelque chose qui était, je dirais, de l'ordre aussi, pas de l'impatience, mais d'une nécessité de se dire les choses. Un peu ce que disait Nelson aussi tout à l'heure. Bon, la poésie, c'est aussi un regard lucide, donc d'aller voir dans le fond des rivières, de regarder derrière les arbres, dans la forêt, ce qui est là, et de dire, ben, si on veut continuer, il faut quand même qu'on en prenne acte. On ne peut pas toujours repousser, on ne peut pas toujours dire qu'on va prendre soin de l'atmosphère à 0.0000 en 2050. Il y a une espèce de maintenant qui est nécessaire et il faut se le dire. Donc moi, c'est vraiment cet aspect-là, en tout cas, qui est, je pense, qui a été différent dans l'écriture de Mes forêts. Donc, une urgence, puis parce que c'est ça, c'est facile, on dirait, d'entendre le chaos un peu de ce qui se passe, etc., mais de pas la ressentir. C'est comme si on voulait plus, ça devient des statistiques. Donc, vraiment un contact avec le cœur. Nelson et Amber, qu'est-ce qui vous a habité? Pour ma part, en écrivant mon poème Dans la ruelle, ce qui m'a habité, c'est vraiment une sensation de mettre le doigt sur une espèce d'absurdité qui régit notre relation avec notre environnement. Je décris une expérience où il y a eu une grosse tempête à Winnipeg et des arbres sont tombés sur les fils électriques et donc on les a abattus. Parce qu'évidemment, il nous fallait restaurer le courant dans le quartier et c'est cette notion que on est omniprésent, on envahit notre environnement, puis ce sont nos besoins ou les besoins qu'on s'est créés qui priment essentiellement sur le reste. Moi, je répondrais peut-être en faisant écho à tout ce qui s'est dit un petit peu là, jusqu'à maintenant, puis peut-être en élargissant aussi sur l'ensemble du recueil. Euh, J'aime bien l'expression de Pierre Morancy qui sert de titre à ses essais d'ornithologie, qui est l'œil américain. L'œil américain qui est une expression autochtone qui veut dire voir tout en même temps, voir devant et derrière tout en même temps. On parlait de présence tout à l'heure, Hélène parlait de cette espèce de conscience globale, et vous avez cité un extrait de mon poème où je dis je suis une femme, et je vous avoue que j'ai trouvé très libérateur d'écrire ça. Mon but, ce n'était pas de subtiliser aux femmes la parole, mais c'était moi de m'identifier à l'autre sexe. Et dans ce poème-là, par exemple, je vais aussi m'identifier à la voix de l'agresseur, la voix de l'agresseur, la voix de l'agressé. Et donc, moi, c'est vraiment ce qui m'habitait, c'était de me transposer dans mon environnement, de me transposer dans l'autre être. Et pour moi, c'était ça la démarche écologique, je vous dirais. C'était de tout voir, de tout ressentir à l'intérieur de moi, à la fois ce qui est, à la fois la pollution, à la fois la vitalité de la terre, et de tout habiter ça. Et je vous dirais que comme compilateur du recueil, c'est un peu aussi ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'entrer en synergie, en communion avec chacun des auteurs, et puis de ressentir les voix que j'avais. Donc moi c'est vraiment le sentiment qui m'habitait, d'être une espèce d'éponge qui se faisait parcourir par toutes ces voix, par toutes ces émotions, toutes ces sensations. Et puis ça a été libérateur, vous dites, d'écrire ça. Puis j'imagine que ça l'a été aussi pour vous, Amber et Hélène, d'écrire tout ça, libérateur dans un sens. Est-ce que quand on reprend contact avec
ces émotions-là qui sont peut-être un peu plus négatives, mais en même temps, elles font partie de la vie, là, donc de sentir la perte de ce territoire-là, de sentir ce que ça nous fait, de sentir l'urgence d'agir, donc peut-être une certaine anxiété. Est-ce qu'au final, ça peut quand même être libérateur parce qu'on y trouve une certaine lucidité? Ben pour moi, l'urgence n'empêche pas l'espoir. En même temps, on fait le constat de ce qui est là, mais il reste encore vivant, il reste encore qu'il y a des arbres neufs, il reste encore qu'il y aura une autre saison, il y a quand même encore ça. On est encore en mouvement. Donc, pour moi, ça exclut pas du tout ça et j'ai pas du tout senti ni une sorte de désespoir ou simplement le sentiment de perte. Je pense que, et c'est ça, le poème construit une possibilité d'être. Et pour moi, c'était vraiment dans cette perspective-là, de voir aussi la terre, de voir aussi les forêts, comme tous ces espoirs debout qui sont là devant nous et qui rendent demain possible aussi. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Pour moi, il n'y avait pas du tout de sentiment, disons, de désespoir ou négatif. C'est pas l'anxiété vraiment qui est là. C'est le constat, la prise de conscience claire, le regard quand même lucide devant ça, mais porté par un regard espérant, parce qu'il y a toujours le lien humain qui est possible et qu'on peut refaire ce lien-là au vivant. Clairement. Merci de nous le rappeler, Hélène. On a une question rapide du public, puis peut-être que je vais la poser à Amber, puisqu'on n'a pas eu la chance de t'entendre sur la dernière question, de vous répondre. Comment ressentez-vous l'importance de le dire en français? Donc, je sais que pour vous, c'est très important. La langue francophone, c'est aussi parfois un acte politique, mais ça vous entend là-dessus, puis ensuite, on va conclure. Alors, le français, ça a toujours été la langue de mon cœur. Donc, naturellement, c'est dans cette langue-là que s'articule ma relation avec la terre. Moi, j'ai fait un choix conscient il y a plusieurs années de ça, d'écrire principalement en français, bien que je parle 4 langues. Et donc, je pense que il faut qu'on en parle dans la francophonie, comme dans toutes les communautés linguistiques. Pourquoi pas? Oui. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que c'était une discussion autour du recueil Projet Terre. On a eu la chance d'avoir avec nous Nelson Charret, co-directeur, les autrices Amber O'Reilly et Hélène Dorion. Je vous rappelle aussi que vous pouvez bookiner en ligne, mais aussi dans un magasin en présentiel, comme on dit, pour acheter ce recueil des éditions David. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez acheter des billets pour le spectacle Projet Terre qui va être disponible en web diffusion à partir du 27 février à 19h30. Je crois que Nelson et Amber, vous avez participé, si je ne me trompe pas. J'ai participé au tournage, oui. Oui, OK. Mais pas moi. C'est Michel. Michel c'est Michel, bon. Je savais que c'était un des deux. Merci pour la précision. Donc, Michel, désolée de mon côté. Alors, je vous rappelle que vous pouvez acheter vos billets pour la web diffusion et entendre donc les auteurs et les autrices lire des extraits du texte. C'est toujours vraiment un plaisir de pouvoir les écouter lire leur texte. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous trois. Merci Clémence, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Clémence, merci à vous. Merci, bonne soirée.